Les limaces, appelées dans le langage courant les gluantes, sont souvent considérées comme les ennemis du jardinier, dévorant sur leur passage plantules et cultures déjà bien en place. Ce point de vue, bien ancré, mérite toutefois d'être modulé. Deux belles surprises en perspective. Le rôle des limaces au jardin. Considérées comme nuisibles, les limaces jouent pourtant un rôle primordial au jardin et dans l'écosystème qui le compose. Les limaces, grâce à leur mucus et à leur activité, ont une action favorable sur le sol, qu'elles aèrent, lient et hydratent. Elles aident en outre à recycler efficacement la matière organique, et favorisent par là même l'assimilation des nutriments dans le sol. Elles adorent les végétaux flétris, ou en fin de vie et luttent ainsi contre le développement d'éléments potentiellement pathogènes, qu'elles convertissent en matière organique prête à être transformée par les micro-organismes présents dans le sol. Nos amis les limaces sont aussi capables de digérer la cellulose présente dans les plantes ligneuses, et la restituent ensuite sous la forme de carbone et d'eau. Certaines limaces se nourrissent aussi de champignons, mais ne digèrent pas leur mycélium, elles permettent ainsi leur reproduction dans un sol adapté. Le mucus que les limaces produisent pour se déplacer composé d'eau, de protéines et de sucre permet au sol de conserver son équilibre en maintenant l'humus, l'argile et le limon ensemble. Ajouté à leurs excréments, ce mucus permet d'activer la vie du sol. Nous pouvons donc considérer les limaces sous un tout nouvel angle. Outre leur utilité pour le sol et la microflore, les limaces constituent aussi un repas de choix pour certains auxiliaires du jardinier comme les hérissons, les serpents, les nématodes, les staphylins, les lézards ou les oiseaux. Régime alimentaire des limaces. La majorité des limaces est détritivore ou mycophage. Elles se nourrissent de plantes en fin de vie, de vieux bois, de champignons mais aussi de lichens, de mousses, de feuilles mortes molles, et de matières en décomposition. Certaines espèces sont carnivores, et dévorent avec plaisir leurs congénères. Les limaces ne sont donc a priori pas plus intéressées que cela par nos salades, elles se tournent vers elles lorsque votre jardin présente un déséquilibre et lorsqu'elles sont assoiffées ou affamées. Pourquoi y a-t-il une prolifération de limaces dans mon jardin? Si votre jardin regorge de limaces qui dévorent vos cultures, cela est un signe de déséquilibre dû à l'emploi de produits phytosanitaires, et à un entretien trop drastique du lieu, dont la biodiversité devient médiocre. Leurs prédateurs directs ne sont plus présents pour réguler les populations. La présence en masse de limaces indique un manque de matière organique en décomposition, mais aussi de champignons, de lichens, de mousses, ou la présence de cultures en mauvais état, malades, stressées qui les attireront inexorablement. Comment détourner l'attention des limaces de nos cultures? Comme nous l'avons vu, il s'agit en un premier temps de favoriser la biodiversité en laissant sa place à la nature, et de créer des micro-habitats pour vos limaces. Elles s'y contenteront si elles ont de l'eau, et une zone humide et ombragée à portée de glissade. Une planche posée à même le sol constituera pour elles un nid agréable. Elles adorent en outre les brassicacées et les déchets verts de fruits et légumes, n'hésitez pas à leur en fournir en abondance, elles se détourneront de vos cultures tout en continuant à jouer leur rôle prépondérant au jardin. La gestion holistique des limaces. Suivez cette vidéo passionnante d'Hervé Kov, qui nous parle de la limace et de son rôle de digestion au jardin. Nous allons parler de limaces. Enfin, vous allez commencer par me parler de limaces. Pour vous, les limaces, ça évoque quoi? De la bave. La bave, oui. De la bave. Bah, les laitues. Les laitues. Ça rampe. Le monstre. Le monstre. Voilà, le monstre du jardin. Alors, sur les façons, là, quelles sont les interactions qu'on a généralement avec les limaces? On marche dessus, on les écrase, on splatch. On les noie dans la bière. On les noie dans la bière. On les torture à coups de sel. On les torture à coups de sel. Oh là là, allez, allez. Escargot SDF. Ah, et des escargots SDF aussi. La bière. On leur met de la sciure pour qu'ils patinent dans la semoule. Ah, la sciure qui les fait patiner dans la semoule, excellent. On met de la farine, des coquilles d'œufs, de la cendre. Farine, coquilles d'œufs, cendre, des poisons quelquefois un peu mieux que ça, non? Vous connaissez bien? Du bicarbonate de soude. Du bicarbonate, ah ouais. Les cendres. Métaldéhyde. Ah ouais, alors excellent, là, dès qu'on arrive dans le slugomicide, là, le slugocide, dans le moulucicide. Ouais, voilà, il y a... Ouais, bon, en fait, vous savez tous assassiner les limaces. J'ai rien à vous dire. En fait, pourquoi est-ce qu'on assassine les limaces? Vous savez, il y a un principe dans la vie, un truc hyper important qu'il faut dont vous vous rappelez tout le temps. C'est que la vie est belle. Pourquoi assassiner des limaces, quoi? Voilà, c'est... Voilà, vous êtes des assassins de limaces. Voilà. Si on est obligé d'assassiner des trucs pour vivre, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche.
Les limaces, il y en a partout sur Terre. Sur les îles subantarctiques, dans des endroits où il y a des écosystèmes excessivement limités, quelquefois où il y a, comme dans les îles Kerguelen, que 4 espèces de plantes différentes. Eh bien, il y a des limaces. Dans les forêts vierges, où il y a des centaines de milliers, des milliards peut-être d'espèces différentes, il y a des limaces. Les limaces ont cet avantage sur nous, c'est qu'elles sont capables de vivre partout, et pas nous. Mais il y a des limaces partout. Des limaces et puis toutes sortes de gastéropodes. Voilà. Les limaces et gastéropodes, enfin les escargots, on va les mélanger un petit peu pour l'instant. Voilà, donc toutes ces bestioles sont là en abondance dans tous les écosystèmes. Alors, un truc qui existe partout a nécessairement des fonctions dans le fonctionnement de ces écosystèmes. Les limaces, pour nous, ça a été un travail assez compliqué parce que on a l'impression qu'on va pouvoir faire une révolution contre tous ces vices de notre société, et on a quelquefois l'impression que les limaces vont nous empêcher de faire cette révolution, parce que dans nos potagers, on n'arrive pas à avoir le dessus, et que quelquefois c'est elles qui ont le dernier mot. Assez compliqué. Et pourtant, dans certains écosystèmes, il n'y a pas tellement de soucis. Alors je voudrais vous relater une expérimentation qui a été menée dans les années 80 par un chercheur qui s'appelle Albert Verlaque, un grand spécialiste de la truffe, et donc qui lui a constaté, bien sûr, que sa production, son diamant noir qu'il essayait de produire, payait un très lourd tribut aux limaces. Qu'à cela ne tienne, on va essayer de les assassiner. Donc il a mis en place un essai avec des zones sur lesquelles il a essayé des produits chimiques, d'autres dans lesquelles il a essayé des pièges à la bière, très efficaces ces pièges à la bière. Et puis bien sûr des zones témoins dans lesquelles il n'a rien fait. Donc sa lutte s'est principalement focalisée sur le mois de septembre, octobre, novembre, à l'automne, au moment où les limaces mangent des truffes. Résultat des opérations, une récolte de truffes extraordinaire dans toutes les zones qui avaient été traitées. Et dans la zone non traitée, une récolte comme d'habitude, avec de belles truffes, toutes percées, trouées, entamées par le redoutable mollusque. Alors bien sûr, tout de suite, ouais, ça marche, on peut avoir de belles truffes. Donc plein de gens ont voulu essayer de lutter contre les limaces. Sauf que, l'année d'après, eh bien, il n'y a plus de truffes du tout. Dans toutes les zones où il n'y avait plus de limaces, il n'y a plus de truffes. Que les témoins. Les témoins, là, il y a encore eu quelques truffes. Les limaces étaient devenues indispensables à la vie des truffes. Sans limaces, pas de truffes. Alors on n'a pas très bien compris ce qui se passait. Le résultat, en fait, l'analyse de ce qui a pu se passer, on l'a eu beaucoup plus récemment par un chercheur de Limoges qui s'est rendu compte d'un phénomène extraordinaire. Ah oui, il y a lui, puis il y a un gars qui s'appelle Gabriel Callot aussi, qui a travaillé aussi sur ce sujet-là. Imaginez-vous que les limaces mangent des truffes. Alors, elles ont une espèce de râpe là, dans leur bouche, ça s'appelle une radula, et avec ça, elles broient la truffe en bouillie. Elles avalent ça. Donc, c'est digéré. Et il se trouve que les spores des truffes ne sont pas digérés par l'estomac des limaces. Ces spores sont la suite. Alors, vous savez, les limaces, ça fait des gros caca visqueux à la surface du sol. Là, voilà. Et il se trouve qu'un autre animal est très intéressé par ce caca visqueux. C'est le ver de terre, qui lui va manger ce caca visqueux,
un petit peu de terre qui est autour, va l'incorporer, le mélanger, l'homogénéiser dans son système digestif. Et puis ensuite, ça fait aussi les petits turicules qu'on voit à la surface du sol, qui en fait un recyclage de caca de limace, un recyclage de terre, dans lequel énormément de bactéries arrivent à se développer, et dans lequel les truffes arrivent à naître. Waouh! Le ver de terre ne digère pas les spores. Et le ver de terre ne digère pas les spores. Et donc là, c'est là qu'on vient au chercheur de Brive, qui lui a montré quelque chose d'absolument surprenant. C'est que pour beaucoup de champignons, pas que la truffe, beaucoup de champignons, la naissance du champignon est liée à la présence de diastases. Les diastases, ce sont des enzymes digestives qu'on a dans notre estomac, que beaucoup d'animaux sécrètent, que beaucoup... il y a des bactéries, il y a des champignons aussi. Voilà. Ces diastases permettent d'initier le développement des champignons. C'est quand même curieux, quoi. Un champignon qui a besoin d'une enzyme digestive qui se trouve dans un individu animal, il a besoin de ça. Alors on en avait déjà un peu évoqué ce truc, que finalement un champignon c'est aussi un animal qui est mis à l'envers, son appareil digestif est à l'extérieur. Donc finalement, est-ce que le champignon n'aurait pas essayé d'externaliser dans des organes bien spécifiques la production de ces enzymes digestives, donc ces diastases, et que finalement les limaces correspondent à la petite glande qui produirait peut-être des diastases qui permettent ensuite à tout le cycle de se produire. Voilà. On peut avoir cette vision-là, elle n'est bien sûr pas prouvable, mais voilà, on peut adopter ce regard du champignon qui utilise les différents organismes qui sont autour de lui comme des éléments de sa vie et de son organisation. Alors, cette digestion, finalement, le sol est un appareil digestif. Alors, quand on compare les différents types de sols qu'il y a sur la planète et les différents modes de digestion qui peuvent exister, on va faire une petite comparaison entre ce qui se passe dans des sols tropicaux et ce qui se passe dans des sols chez nous, pour avoir deux grands modes de fonctionnement très différents. Et en fait, il y en a beaucoup d'autres. Chaque sol, finalement, a un certain mode de fonctionnement, un certain mode de digestion. On va commencer par les sols tropicaux. Dans les sols tropicaux, il n'y a pas de sol. Donc, déjà, ça va être vite fait. Il se trouve que l'essentiel de la biomasse qui tombe au niveau du sol est directement assimilé par des termites. Je me rappelle d'ailleurs, la première année où je suis allé en Guyane, c'était chez mon frère, et il y a un arbre qui était tombé dans son jardin. Moi, je venais d'arriver, je lui ai donné un coup de main pour débiter l'arbre, enfin comme qu'on fait à la maison ici, quand il y a un arbre qui tombe, on le débite, on le met dans un tas, et puis voilà. Il dit, oh, laisse-le. Et puis à la fin de mes vacances, un mois après, effectivement, l'arbre avait été complètement digéré, complètement mangé par les termites. Il n'y avait plus rien. Et pourtant, c'était un cécropia qui avait un tronc gros comme ça. Enfin, c'était un gros truc, quoi, sur 10 mètres de long. Voilà. Tout s'est digéré très vite. Tout s'est excessivement rapidement métabolisé. Les termites, en fait, utilisent dans leur appareil digestif des champignons, et certains d'ailleurs cultivent directement des champignons, qui vont ensuite digérer la lignine qui est dans ce qu'ils ont mangé. Ce sont des champignons qui digèrent. La digestion se fait à l'intérieur des estomacs des termites. Et ensuite, des bactéries viennent finir de manger le reste, donc la cellulose. Et les excréments des termites remettent en solution tous les nutriments qui sont utiles au fonctionnement de l'écosystème. Voilà. Donc, on a des champignons qui sont dans les êtres vivants, on a des bactéries qui sont aussi dans les êtres vivants. Toute la partie digestive se retrouve à l'intérieur
du vivant. Chez nous, c'est pas tout à fait pareil. Chez nous, chaque fois qu'un organisme meurt, il va commencer par être digéré par des champignons. Les champignons vont détruire la lignine qui est dedans. Ensuite, tout ce processus avec des petits insectes, des petits colamboles, mais aussi des anoures, des diploures, des aptérygotes, enfin il y a toutes sortes de petites bestioles dans le sol qui mangent les champignons. Et donc toutes ces bestioles vont manger les champignons, vont faire des excréments qui vont être repris par les vers de terre, qui vont être remélangés au sol, refaire du sol. À partir de là, les vers de terre, dans leur appareil digestif, font des agrégats. Ces agrégats, donc composés de minéral, de végétal délignifié, dans lequel il n'y a plus que la partie cellulosique, et puis alors, bien sûr des mucus qui vont permettre de retirer tout ça, les fibres, toutes les fibres de cellulose qui sont là-dedans, qui sont homogénéisées, qui permettent de faire une espèce de feutrine qui va agglomérer toutes ces choses-là, et donner de la stabilité aux agrégats, en créant des structures hyper poreuses, des structures dans lesquelles les bactéries pourront se développer en très très grand nombre, et à leur tour reminéraliser tous les éléments minéraux. Donc la digestion se fait à l'extérieur dans des agrégats, alors que dans les forêts tropicales, la digestion se fait à l'intérieur dans des termites. Voilà. Deux modes de fonctionnement différents qui permettent d'arriver au même résultat, de rendre disponibles tous les nutriments pour la vie. Voilà. Et donc notre limace, là-dedans, finalement, quand on est dans un sol où il y a une vie avec des champignons très très abondantes, l'essentiel de la fonction de digestion est assuré par les champignons. Les limaces interviennent dans un cas particulier. Imaginez qu'une salade pousse sur ce sol, et cette salade commence à perdre ses feuilles par en dessous. Une vieille feuille qui est au contact du sol, qui commence à s'abîmer et qui meurt. La limace, il n'y a pas forcément plus de champignons que là, par contre il y a une ressource alimentaire plus importante à cet endroit-là. Les limaces, donc petit appareil digestif ambulant, vont venir se déplacer, vont arriver jusqu'à cette feuille de salade, vont venir la manger, la métaboliser, et la remettre dans le circuit pour qu'elle soit reprise par les vers de terre derrière. Voilà. Et donc chaque fois qu'il y a une abondance de quelque chose à un endroit donné, les limaces interviennent pour les récupérer et les remétaboliser et les remettre dans le circuit. Parce qu'il y en a beaucoup, les champignons ne sont pas capables de le faire tout seuls. Ils ont besoin des limaces, le système a besoin des limaces pour le faire. Voilà. Donc les limaces, finalement, dans les écosystèmes, ce sont des petits appareils digestifs ambulants, des petits nomades, qui vont de secteur en secteur, aux endroits où il y a une abondance de nourriture. D'ailleurs, certaines ont des vitesses de reproduction très rapides, histoire de, s'il y a vraiment besoin, comme des petits globules blancs là, qui viennent attaquer la matière en décomposition quelque part, les petits globules blancs, ils peuvent se développer très vite, et donc elles aussi peuvent se développer très vite pour pouvoir arriver à bout de cette matière organique-là, et pouvoir la manger et la remettre dans le circuit. Au passage, sans limaces, ces feuilles qui resteraient à la surface du sol. L'exemple de la salade est très bonne parce que, enfin l'exemple de la salade est bonne, mais l'exemple de la salade est très intéressant parce que vous savez, les salades sont souvent attaquées par certaines maladies, par certains champignons justement, mais pas des champignons qui digèrent, des champignons pathogènes, façon oïdium, botrytis. Vous avez tous ces champignons qui font des petits arbuscules. Quand une feuille de salade commence à dépérir, le champignon parasite va, lui, se développer de façon importante et émettre des petits arbuscules à la surface de la feuille qui vont diffuser un nombre extraordinaire de spores. Et en fait, les limaces interviennent comme élément de régulation également de toutes ces pathologies-là, en mangeant justement... il y a une espèce de course qui se met en place entre le champignon qui attaque la salade, qui veut diffuser des spores pathogènes qui iront attaquer d'autres salades, et les limaces qui viennent finir de manger toutes ces choses-là. Un grand nombre de maladies pathogènes
sont régulés par l'activité des limaces. Et sur toutes les feuilles qui ont, tous les légumes, toutes les plantes qui ont des feuilles très tendres, voilà, la limace est un vecteur important de la limitation de ces maladies-là. Donc en fait, les limaces ont aussi une importance assez capitale, c'est que quand on n'en a pas, c'est la porte ouverte à toutes sortes de maladies fongiques, parce que les spores ne sont plus trop limités par d'autres bestioles. La nature est toujours très redondante, il y a plein de petits colomboles aussi, il y a plein de des petits colomboles jaunes qu'on trouve sur les feuilles de salade, qui mangent aussi les champignons qui sont à leur surface. Mais dès que le système commence à devenir très très simplifié, alors là, pour sûr, quand les redondances commencent à diminuer, on peut se retrouver dans des phases complètement critiques et complètement chroniques, dans lesquelles les maladies explosent parce qu'il n'y a plus de limaces. Voilà, donc la limace est un élément du gros appareil digestif qui est contenu qui n'est pas contenu, que sont nos sols. Et d'avoir cette vision d'un seul appareil digestif, finalement, peut aussi nous orienter vers d'autres types de stratégies pour arriver à réguler les limaces. Alors là, il suffit de regarder dans quelles conditions les limaces prospèrent et dans quelles conditions, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelles conditions elles prospèrent moins. L'exemple de la forêt tropicale est très intéressant. En Guyane, ils ont édité un guide naturaliste pour les amateurs éclairés qui veulent s'intéresser à tous les mollusques, sans compter tous les coquillages qui sont au bord de la mer, tout ce qu'il y a dans les terres. Voilà, c'est un fascicule qui est épais comme ça, où il y a une quantité invraisemblable de limaces, d'escargots, des choses plus étranges les unes que les autres. Mais alors quand on se balade dans la forêt humide, chaude, tropicale, moi je m'attendais à trouver plein d'escargots. On n'en voit pas. Pour en trouver, il faut vraiment les chercher. Il y a très peu de mollusques, très peu de... Voilà. Donc là, on a un écosystème qui est bien stabilisé, dans lequel il y a beaucoup de limaces, en nombre d'espèces. Par contre, en termes de biomasse, il n'y en a quasiment pas. Donc, pour arriver à un équilibre aussi parfait, c'est très facile, il suffit d'attendre 580 millions d'années, et dans vos jardins, les limaces seront complètement réglées. Voilà. Inversement, dans les îles Kerguelen, où il n'y avait qu'une espèce d'un petit escargot, de rien du tout, à partir du moment où les premières personnes sont arrivées là-bas avec un petit peu de boue sous leur godasse et que certaines limaces sont arrivées, d'autres plantes sont arrivées, alors là on a vu plein de limaces, plein d'escargots, plein de choses qui se sont bien proliférées d'une façon extraordinaire et à devenir même des prédateurs très, très alarmants de l'état de certains écosystèmes ou de certains secteurs des îles Kerguelen. Et donc, dans un écosystème excessivement simplifié, les limaces ont une porte ouverte à un développement important, et donc ça va pas. Donc voilà, c'est une première loi, on peut dire une règle, une règle des écosystèmes. Je rappelle, une règle c'est écosystème, une règle de la vie. Quand on traduit ça en grec, ça fait économie, une règle de la vie. Nomie, règle, éco, la vie, la maison, enfin l'endroit où l'on vit. C'est qu'il faut qu'il y ait de la diversité dans l'endroit où on vit. Voilà. Dans le fonctionnement de ces sols, on peut aussi trouver d'autres phénomènes. Les limaces, comment expliquer? J'ai perdu le fil de mes idées. Voilà, trac, coup de blanc. Il faudra faire une petite coupure. Vous avez des questions peut-être? C'est comme ça qu'il faut réagir. Exactement. Oui? Moi j'en ai, je me suis souvent posé la question, mais je ne sais pas au début, peut-être qu'on en a parlé, mais elles se déplacent à quelle vitesse? Parce que des fois je les emmène assez loin. Ah oui. Je me demande si c'est la vitesse qui reviennent ou... Oui, très important. Les vitesses de développement, les vitesses de déplacement des limaces. Alors les limaces, je n'ai pas réussi à le mesurer parce que, contrairement à l'escargot, la limace vit dans le sol. La nuit, elle est à la surface du sol, elle vient manger tout ce qu'elle peut manger, donc souvent de la matière organique morte ou qui commence à peine à se décomposer.
Mais le reste du temps, la nuit, elle est dans le sol. Par contre, à la maison, vous savez, j'ai des gros escargots pour les gros blancs. Là. Et ces gros blancs, il y a plein de gens qui viennent les récolter, les cueillir. Et il n'y en avait vraiment pas beaucoup chez moi. Donc pour éviter que les gens viennent les récupérer, j'avais trouvé un petit truc, c'est que je leur mettais un numéro dessus au marqueur. Voilà. Et donc quand on tombe sur un escargot avec un numéro, eh bien, vraiment, ça inquiète un peu. Et généralement, les gens le rejettent et ne le mangent pas. Donc c'était une façon... Tu mettais Hervé aussi juste un numéro. Après j'ai mis des numéros parce que je me suis rendu compte que ça permettait de les suivre et de les retrouver. En fait les escargots sont assez territoriaux, ils ne bougent pas des masses, ils restent sur un secteur. Par contre, en une nuit, ils peuvent être passés d'un côté de la maison à l'autre côté de la maison, donc avoir fait presque 30 mètres d'un jardin à l'autre en une nuit. Ils sont capables de faire de très grands déplacements. Donc j'imagine que les limaces doivent être capables de faire des déplacements du même ordre. Les jours où les enfants se sont amusés à faire des concours de vitesse sur des planches entre des limaces et des escargots, ça va à peu près à la même vitesse. Surtout les grosses loches oranges, là, ça bourre. Et puis, sur le Corse, on a aussi des grosses limaces noires, là, très, très longues. Alors celles-ci aussi, elles ont des vitesses qui sont assez surprenantes. C'est souvent elles qui gagnent les concours. Voilà. Donc les limaces bougent beaucoup. Et donc dans notre écosystème, finalement, lorsqu'on veut que les limaces si on veut arriver à réguler les limaces, donc oui, première règle, la biodiversité. Deuxième règle, d'arriver à faciliter la fonction digestive de votre système. Et la fonction digestive du système est principalement assurée par des champignons. Quand il n'y a plus de champignons dans un sol cultivé par une agriculture assez intensive, qui n'a pas pensé à remettre de la lignine dans le sol. Donc s'il n'y a pas d'agroforesterie, s'il n'y a pas d'arbres à côté, les sols s'appauvrissent en lignine, on perd une certaine qualité de matière organique, et on perd cette matière organique dont se nourrissent spécifiquement les champignons. S'il n'y a plus rien pour l'organisme qui normalement chez nous digère la matière, qui digère dans le sol, c'est le champignon. S'il n'y a rien pour nourrir le champignon, il n'y a plus de champignons. Donc la nature est redondante, et qu'est-ce qui va rappliquer pour nourrir à la place? Les limaces. Et on ne confie la fonction de digestion, finalement, qu'aux limaces et aux gastéropodes lorsqu'on ne cultive plus de champignons. Donc une autre règle, c'est d'apporter du bois pour que ce bois nourrisse des champignons, que ces champignons digèrent tout ce qui est possible dans le sol, avec leur cortège à eux, les petits colomboles, tous ces petits insectes qui sont dans le sol, qui vont assumer cette fonction de digestion à la place des limaces. Et les limaces n'interviendront que dans des cas limites, lorsqu'il y aura soudainement un afflux d'énergie, quelque part, une salade en train de pourrir, en train de mourir, quelques feuilles tombées au sol, en train encore pleines de leur substance, là, mais pas encore sèches, voilà. Et les limaces n'interviendront qu'à ces moments-là, en se déplaçant d'un site à un autre. Voilà, un site où il y a de la matière organique fraîche. Les limaces aiment bien le compost, oui. Donc ça signifie, si j'ai bien compris, que dans un système équilibré, les limaces ne s'attaquent pas aux cultures. Elles peuvent s'attaquer un petit peu aux cultures. Mais comme leur fonction dans le système, c'est de digérer, si tout est déjà digéré, tu vas avoir une biomasse de limaces très faible, parce qu'elles n'ont plus grand-chose à manger. Tu vois. Alors que si tu laisses tout digérer par les limaces, tu vas avoir une biomasse de limaces hyper importante, parce qu'il y a qu'elles qui seront là pour digérer tout ce qu'il y a dans ton jardin. Le compost est un lieu intéressant pour les limaces, parce qu'il y a beaucoup de matière organique dedans. Alors là, il y a certains types de vers, vous savez, certains vers de terre, mais qui sont plus petits que les gros vers, les gros anécites là, qui montent dans le sol, qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans les composts, qui ont les mêmes fonctions que les limaces, mais qui s'attaquent à une matière organique un petit peu plus abîmée que les limaces, mais toute la matière organique fraîche, là, c'est les limaces qui vont plutôt consommer ça. Les limaces préfèrent une matière organique juste morte. Voilà, une matière organique végétale juste morte, un truc qui n'est pas trop décomposé. Si elles n'ont plus rien à manger, elles vont commencer à manger des choses un petit peu plus décomposées, mais elles n'aiment pas ça.
Par contre, au printemps, quand elles ont passé tout l'hiver, qu'elles ont mangé tout ce qui était jeune et frais, enfin tout ce qui était jeune cadavre, hein, et qu'elles n'ont plus rien à manger, alors là c'est clair que les premières plantules de trucs qui vont sortir, hein, même si ce n'est pas notre régime alimentaire habituel, eh ben, elles se précipitent dessus et elles les mangent, quoi, toutes ces plantules. Donc tu es en train de dire que limaces et vers de terre pourraient faire bon ménage dans le compost en fait. Ah oui, 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 tout à fait. Alors voilà, et que les limaces restent un petit peu localisées dans le compost, hein, et dans les moments où on a... Alors quels sont les moments où on a beaucoup de problèmes dans le jardin, finalement? Ou dans sa culture, enfin, quelle que soit la taille de laquelle on fait, c'est le printemps, déjà. Et le printemps et l'automne, il y a deux moments un peu compliqués. Donc le printemps, eh bien, le printemps, c'est que les limaces crèvent la dalle et qu'elles se reportent sur tout ce dont elles, enfin tout ce qui pousse, elles mangent tout ce qui existe parce qu'elles ont trop faim, quoi. Donc à ce moment-là, eh bien, une façon de réguler les limaces, c'est d'avoir une attention particulière pour elles, de les nourrir pour leur permettre de passer ce cap un petit peu compliqué. Bien sûr, à condition que derrière, il y ait tout un système digestif qui soit très opérationnel et qui permette de passer cette phase un petit peu critique. Voilà. Alors il se trouve que les limaces sont très gourmandes de certaines choses, hein, et notamment dans les jeunes pousses, toutes les jeunes pousses de crucifères. Hein, si vous mettez une moutarde, un petit colza, c'est tout ce qu'on utilise en engrais vert, là, voilà, ces choses-là, les limaces les aiment beaucoup. Donc, ça peut être une stratégie que de mettre un petit peu à l'écart de son potager des petites plantations, des petites zones dans lesquelles on cultive ces choses-là, qui sont spécifiquement dédiées à la nourriture des limaces. Elles vont aller là-bas, elles peuvent faire de grands trajets, hein, et elles vont aller par là parce que cette odeur leur plaît beaucoup, quoi, je crois. Et elles vont laisser le potager un petit peu plus au calme. L'autre moyen de procéder, c'est que finalement une limace va aussi s'attaquer à des plantes, une plante toute petite, elle va faire beaucoup de dégâts. Par contre, dès que la plante est un petit peu plus grosse, elle va faire beaucoup moins de dégâts proportionnellement, même si elle manque quelques feuilles, généralement elle n'arrivera pas à bout de toute la plante. Donc ça peut être, parce que propose Jean-Marie Lespinasse, hein, dans son jardin sur butte, ben, c'est de tous les plants au printemps, de les préparer dans des petits godets, dans des secteurs bien protégés, hein, et donc sur des tablettes, loin du sol, dans des endroits... À la maison, une année, on avait même mis les tablettes dans des caisses avec de l'eau, hein, de façon à faire une barrière que les limaces ne pouvaient pas franchir, hein, une barrière d'eau tout simplement. Et donc tous les petits plants ont été produits comme ça, et quand ils sont assez gros, on les remet en place dans le jardin, même si les... Trois, deux. Voilà, je ne sais même plus où on en était. Pardon. Les nourrir. Les nourrir. Les plants qui grandissent. Monsieur Lespinasse. Ah oui, Monsieur Lespinasse et son jardin. Voilà, encore une autre lecture notre ouvrage qu'il faut ingurgiter. Hein. Voilà. Dans tous nos systèmes en fait, quand on part d'un sol dégradé et qu'on veut l'aggrader, ça va repartir par une phase où on va être obligé de réenrichir le sol en matière organique. Cette phase d'aggradation va se traduire par un surcroît important de matière organique et donc un surcroît de limaces. Et donc, idéalement, il faudrait partir d'un sol forestier déjà constitué, hein, et à partir de là, avec une biomasse importante, enfin un nombre de bestioles déjà très très important, et là on n'aurait pas trop de soucis. Donc, l'idée c'est de réfléchir à la façon de produire un écosystème rapide, enfin de produire rapidement un écosystème qui va être capable de gérer les limaces. Alors il se trouve que les limaces sont aussi des prédateurs. Ah oui, ça n'a pas été évoqué ça encore. Vous en connaissez quelques-uns de prédateurs de limaces. Le canard, les carabes. Les carabes, attendez, les carabes, regardez, là, il y en a des beaux là, ils sont super.
Hein, c'est des bestioles. Il y en a des bleus. Enfin, alors, c'est surtout tous ces espèces de scarabées qui ont donc le thorax, qui est une pièce qui est un peu carrée, avec des formes souvent un petit peu compliquées, là. Hein, et l'abdomen qui est bien séparé du thorax. Voilà. Hein, tous ces scarabées-là, donc, ce sont des bestioles qui sont potentiellement mangeuses de limaces. Hein. Voilà. Alors vous en connaissez d'autres? Les hérissons. Le hérisson, voilà. La poule. Les poules. Donc il y a plein de bestioles. Et puis la plupart des oiseaux aiment les limaces. Hein. Alors on dit, ouais, il y a des choses, ouais, les grosses limaces, les poules ne les mangent pas. Et je vous rappelle que Mémé Totoche, en été, quand on était gamin, on allait justement ramasser les escargots, les limaces, toutes ces choses-là pour les donner aux poules. Hein, donc elles nourrissaient tout ça avec les limaces, et puis ça nous occupait pendant les vacances. Alors, ça peut être aussi un bon moyen, les enfants peuvent être utilisés en esclavage pour aller attraper les limaces. Et après, il fallait les donner aux poules. Alors pour les donner aux poules, c'est vrai que les grosses limaces, les poules n'arrivent pas à trop les attaquer. Donc elle avait une espèce de gros bâton, et paf, elle s'écrasait, et les poules se précipitaient dessus pour les manger. Hein. Je trouvais ça étrange. Hein. Voilà. Mais on peut nourrir des animaux avec des limaces, même les poules. Et après, certains animaux, comme les canards, alors eux supportent de manger des choses un peu gros et gluants. Hein, leur appareil digestif est tout à fait conçu pour assimiler ce genre de choses. Hein, et donc on peut transformer de la limace en canard. Hein, voilà, ça c'est clair. On peut le faire en hérisson, hein, des petits hérissons. Hein, donc tout ce qui va permettre d'accueillir des poules, d'accueillir des canards, d'accueillir des hérissons, peut être une chose intéressante. Au niveau des poules, par exemple, hein, ou des volatiles, dans les parties, et même sur des parcelles assez importantes finalement, à partir du moment où il n'y a pas de culture opérationnelle dessus, on peut prévoir dans l'interculture un moment où les canards et les poules viennent sur place, viennent gratter, ils vont non seulement manger les limaces, mais également tout le cortège d'autres parasites et d'autres bestioles qui sont dans le sol, tous les vers blancs, les larves de hanneton, des choses comme ça qui sont susceptibles de manger et de s'attaquer aux racines de plantes. Hein. Vous avez entendu parler de ces poulaillers mobiles, hein, qu'on peut mettre dans le potager, de planche en planche, hein, et puis les poules grattent dedans, et pendant tout l'hiver, on leur fait parcourir tout le potager, et quand, dans les parties que les poules vont travailler au début du printemps, ce sont les premières parties dans lesquelles on fait les premiers semis pour l'année en cours. Alors, on peut utiliser à bon escient, effectivement, ces poules. Hein, Mofukuoka, lui, mettait carrément des canards dans les rizières, hein, sur des échelles beaucoup plus grandes que ce qu'on peut faire au niveau d'un petit potager. Hein. On peut aussi mettre, comme font certains producteurs sûrement en Corse, hein, et dans tous les endroits où il y a des cochons qui sont encore un petit peu à l'état sauvage, hein, ils mettent du cochon. Hein, les cochons sont ou les sangliers, ils sont très, très, très amateurs des limaces, des vers, des choses comme ça. Ils peuvent nettoyer le sol de tout cet excédent-là avant d'y implanter une culture juste derrière. Voilà. Après, on a parlé donc des carabes, il y a aussi des staphylins, hein, qui sont ces espèces de coléoptères. Ce sont aussi des coléoptères, mais au lieu d'avoir des élytres qui vont jusqu'au bout de l'abdomen, les élytres s'arrêtent au milieu, hein, ou que sur un petit bout. Voilà. Alors ça, ce sont des super prédateurs. Ce sont des bestioles qui se trouvent, comme dans l'air, on dit que c'est l'aigle qui est tout en haut de la chaîne alimentaire. Dans un secteur dans lequel il y a du staphylin, ça veut dire qu'il y a une biodiversité d'insectes et de bestioles absolument effroyable. Voilà. Donc c'est un très très bon indicateur de la richesse et de la diversité de la vie d'un secteur. Alors comment attirer ces bestioles-là finalement, qui sont des prédateurs de limaces? La base de leur régime alimentaire, c'est des insectes. Donc il faut avoir des insectes. Qu'est-ce qui produit beaucoup d'insectes? Le bois en décomposition. Tout le temps. Mais au lieu de le mettre, quand on veut préparer un terrain à une aggradation, on peut effectivement remettre du bois dans le sol, qui va progressivement améliorer les choses, mais on peut aussi mettre des tas de bois en périphérie, à l'extérieur, autour de sa parcelle. Ces tas de bois vont produire du champignon, qui va produire du colembole. Le colembole, c'est la base, hein, de la chaîne alimentaire animale, là. Et donc quand il y a beaucoup de colembole, il y a beaucoup de bestioles. Et au printemps, lorsque le sol va se réchauffer,
ben, tous ces colamboles vont commencer à décroître parce qu'ils vont se faire manger par tout le reste. Et c'est là où tous les staphylins, les carabes, à la recherche de nourriture, vont se reporter sur les limaces, vont venir explorer votre culture, votre potager, votre jardin, votre hutte, hein, et vont arriver à commencer à les réguler. Donc on peut justement créer des hétérogénéités qui peuvent même être... on peut essayer de les concevoir même avant de mettre une butte, avant de mettre un jardin en place quelque part. Hein. Dès qu'on arrive sur un lieu, on met un tas de bois, on le laisse se décomposer, et ce tas de bois va servir de pépinière à prédateurs de limaces. Hein, et ensuite, à partir de là, on peut organiser le transfert de l'un vers l'autre. Alors, le transfert, ça veut dire qu'on peut attirer les staphylins et les carabes dans le jardin. Ils vont être attirés naturellement dès qu'ils vont commencer à manquer de nourriture à la fin de l'hiver. Mais on peut aussi attirer les limaces vers ces tas de bois. Et autour des tas de bois, planter justement toutes ces plantes, toutes ces petites crucifères, dont les limaces sont très friandes. Au printemps, quand il n'y a plus grand-chose, on leur donne à manger, mais en même temps, on crée un piège à côté qui va permettre de se refermer sur elles, et qui va permettre d'arriver à réguler ce petit excès de limaces qu'on peut avoir au printemps. Voilà. Et ensuite, dès que le printemps est bien engagé, dès que la vie est repartie, dès que la végétation est de nouveau poussante, les limaces ne sont plus réellement un problème. Jusqu'à l'été. Et en été, eh bien là, tout s'arrête. Il fait trop chaud. Les limaces, elles ont du mal à voyager sur la terre chaude et sèche. Donc elles restent dans le sol, souvent en boule, là, tout recroquevillées, dans une espèce de petit cocon de mucus, et elles ne bougent plus. Alors, ce qu'on met pour les attirer, les limaces, entre guillemets, les pièges à limaces, c'est quoi, par exemple, des plantes, Alors là, pour l'instant, on a juste fait des pièges avec du bois qui pourrit et qui élève du staphylin. Et on va arriver justement aux autres formes de pièges, hein, pour attirer les limaces. Mais il faut comprendre pour ce qui se passe, hein, avant de voir comment les piéger. On va essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi les limaces redémarrent fortement en été. Chaque fois qu'il y a une grosse pluie, par exemple, grosse pluie, beaucoup d'humidité, et on voit les escargots qui sortent leurs cornes, et puis les limaces qui commencent à reverdrouiller sur le terrain. À chaque pluie, hein, tout ce qui est endormi se réveille, et puis comme il n'y a rien qui a digéré toutes les feuilles, hein, qui se sont accumulées sous les laitues, hein, ou à la surface du sol, hein, toutes ces feuilles mortes, c'est là que toutes les bestioles vont revenir. Alors quand c'est sur les laitues, et sur les feuilles mortes des laitues, c'est pas trop grave, mais comme il y a peu de choses peu de plantes, peu de jeunes plantes en été, hein, c'est pas une période dans laquelle on fait des semis, hein, elles vont aussi avoir tendance à s'attaquer quelquefois aux laitues un petit peu mieux formées, aux blettes un petit peu mieux formées, aux radis un petit peu mieux formés, et continuer à manger, hein, des plantes bien vivantes. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour... et le maximum, le point culminant de tout ça, c'est le mois de septembre, le mois d'octobre. Hein. Enfin, la fin du mois d'août, ça dépend sûrement un petit peu des secteurs, mais quand l'été se termine et qu'il y a la deuxième pousse de l'automne qui redémarre, et à ce moment-là, ben, on se retrouve avec de nouveau la plante qui a suffisamment d'énergie pour reprendre le dessus elle-même. Donc on a juste cette phase durant l'été, puis c'est aussi un moment où on est souvent dans le jardin, c'est pour ça qu'on voit souvent les limaces quand il pleut. Hein. On va chercher ses salades et on voit tout ça. Et donc là, c'est des moments où il faut aussi arriver à les réguler. Si le sol a une bonne capacité digestive, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Sauf donc, des années où la capacité digestive du sol décroît, parce qu'il fait trop sec. S'il fait trop sec, les champignons ne se développent plus bien dedans parce qu'il fait trop chaud, et c'est les limaces qui peuvent aussi reprendre le dessus. Voilà. Et donc on a donc les limaces, c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à réfléchir à la façon d'attirer les limaces en dehors de son potager. Alors, sans les tuer, bon, on peut les piéger si on veut, hein, et les tuer directement, mais on peut aussi utiliser le même genre de stratégie qu'au printemps. Sauf qu'on n'aura pas tellement de jeunes pousses. Par contre, on aura plein de détritus. On aura plein de détritus, hein, quand on fait un potager, qu'on récolte les salades, et toutes les vieilles feuilles, elles seront là. Et on peut récupérer tous ces détritus, tout ce qu'on va normalement mettre sur son compost aussi une fois qu'on a mangé,
et disposer ça en périphérie de son potager ou dans les allées du potager, de façon à essayer de focaliser les limaces à ces endroits particuliers, à des endroits où elles ont spécifiquement une nourriture qui leur convient. Après, bon, bien sûr, toujours le souci des crucifères, hein, les jeunes pousses de radis, toutes ces choses-là sont des plantes qu'elles vont quand même arriver à manger. Donc, pour l'été, on peut aussi prévoir d'avoir quelques petites cultures intercalaires dans des zones où elles vont être consacrées qu'à ça, hein, et dans lesquelles on peut aussi organiser la mise en relation des prédateurs, hein, enfin, de la limace avec tous les auxiliaires qu'il y a autour. Et donc, ces zones, hein, on a nos tas de bois, on a toutes ces choses-là, où on remet du bois à se décomposer, on remet du compost. Voilà, il faut que ce soit des zones un petit peu à l'ombre, dans lesquelles il y ait beaucoup d'humidité, beaucoup de fraîcheur, qui permettent justement à la vie de ne pas s'endormir au cœur de l'été. Donc même quand il fait très chaud, voilà, c'est un autre principe, il faut essayer, au travers de toutes les hétérogénéités de votre milieu, de favoriser des endroits de fraîcheur, des endroits d'ombre, des endroits qui conviennent bien à la limace. Hein. Imaginez en plein été, sous le couvert de petites feuilles de persil, de limaces tendrement enlacées. Et bien voilà, vous leur faites des petits nids douillets, des petits nids d'amour, et ce sont les endroits dans lesquels elles vont venir, dans lesquels il y aura plus de fraîcheur. Alors, voilà, d'autres idées qui peuvent venir hein, à partir de là, c'est quand est-ce qu'on arrose? Si j'arrose le soir, à la tombée de la nuit, on dit que c'est souvent très intéressant d'arroser le soir à la tombée de la nuit, que cette eau-là va nourrir les plantes, là. Mais si j'ai beaucoup de limaces, je vais créer un havre de fraîcheur, de bonheur et d'amour dans tout mon potager. Hein. Donc, quitte à créer un havre de bonheur et d'amour, je vais le créer autour de mon compost, là où j'ai mon bois qui pourrit, enfin un endroit où je sais que j'ai beaucoup de prédateurs, qui va les attirer spécifiquement dans ces zones-là, hein, et voilà, et donc elles vont rester un petit peu endormies dans la partie du potager qui sera moins humide. Hein. On leur crée un endroit exprès pour elles, on a une attention particulière pour elles. Voilà. De la même façon, quand j'arrose, enfin plutôt pas de la même façon, mais inversement, si j'arrose mon potager le matin, hein, donc les limaces, avant que la chaleur soit trop forte, les limaces n'ont pas trop le temps de se réveiller, donc mes plantes profitent bien de leur eau, hein, et donc la végétation peut repartir et profiter au mieux, et on organise une frontière, une limite, une rupture entre les moments où la limace vit et les moments où la plante vit et se développe. Quoi. On va essayer de limiter tous les espaces de vie, les tranches horaires de vie dans lesquelles les limaces peuvent réellement être heureuses. Bref, on leur mène un peu la vie dure dans le jardin, mais on leur mène une vie plus tendre à l'extérieur du jardin qui peut les orienter. Cet endroit frais et arrosé, hein, si vous avez une simple petite mare, hein, voilà, en été, une mare, en périphérie, en bordure, voire à 10-20 mètres du jardin, ça peut être une chose très intéressante, parce que là, il y a de la fraîcheur, là, il y a des limaces, là, il y a des canards, là, il y a toutes les bestioles qui sont susceptibles de les manger. Donc, vous organisez un écosystème qui va les réguler correctement et tout seul dans leur coin. Si vous mettez votre mare au milieu du jardin, il faut vous attendre aussi à ce que cette fraîcheur favorise aussi les limaces dans ce périmètre. Mais ça peut aussi être au milieu du jardin, le secteur dans lequel justement on chasse les limaces, donc on y met en même temps du bois en décomposition, en même temps des petites plantes dont elles raffolent, hein, et qu'on cultive à leur usage exclusif. Waouh, je vous entends sans voix. Et que la vie est belle. Alors est-ce que ça marche? Mais bien sûr, ça marche. Hein. Tous les écosystèmes qui existent en France et qui contiennent, dans ceux que j'ai étudiés moi, et qui contiennent les ancêtres de nos plantes sauvages cultivées, tous ces écosystèmes contiennent des limaces, ça existe depuis des milliers, peut-être certains des dizaines de milliers d'années, hein, enfin depuis la dernière glaciation. Hein. Et ils existent, ils sont maintenus jusqu'à aujourd'hui, avec toute cette diversité de plantes et d'organismes. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. La limace, c'est une fonction. Elle a une fonction digestive. Donc, si les limaces prospèrent, c'est que votre sol a un problème de digestion. Voilà. Essayez simplement d'envisager les limaces sous cet angle-là, et tout seul,
en regardant ce qui se passe autour de vous, vous arriverez à trouver des solutions qui permettent de régler ce problème gastrique de la planète. Et vous vous rendez compte que la vie est belle. Voilà, alors maintenant on va faire des questions plus... Ouais, enfin, tu peux laisser s'il y a des petits passages qui peuvent être intéressants. Et voilà. On dit que ça s'arrête là. Hein, oui. Est-ce qu'il y a une relation particulière entre les limaces et les cloportes? Parce que souvent je vois... Tu me dis... Ah. Tu veux un cloporte, toi, là? Un cloporte. Vas-y, ton cloporte. Alors voilà, les cloportes, ce sont des détritivores qui ont la même fonction que la limace. Hein, ils vont manger à peu près le même type de matière organique. Le cloporte, il intervient dans un stade où la matière organique est un petit peu plus évoluée que la limace. Enfin, dans la dégradation d'une plante, d'abord elle est fraîche. Alors ça, c'est nous qui la mangeons. Hein. Ou alors les chèvres, ou alors les poules, voilà. Tous les animaux, ou les chèvres, les vaches, voilà, plutôt que les poules. Ensuite, la plante vient juste de mourir, à peine, paf, elle est coupée, il y a une feuille qui est morte, une feuille qui est abîmée, il y a une maladie, une feuille abîmée, il y a une maladie, hein, juste une petite maladie. Alors la petite maladie, en elle-même, qui est à la surface d'une feuille, va créer une petite nécrose, et cette petite nécrose va attirer la limace. Hein, et donc, ça fait que la limace contribue à la régulation des maladies, justement. Et donc, toutes les feuilles malades attirent les limaces, hein, forcément. Mais c'est de la matière organique qui est juste en train de mourir. Dès qu'elle est morte, là, pof, que la limace est passée dessus, là, c'est le cloporte qui intervient. Et qui utilise la petite chaîne suivante. Et après, donc, il y a plein d'autres bestioles qui décomposent des choses dans le sol. Et après, de la même façon que les bestioles qui mangent les champignons, donc dans la grande série des colamboles, des diplours, des anours, des aptérygotes, là, il y en a plein qui sont spécialisés dans cette nourriture-là. Voilà. Donc ça se suit. Et comme c'est presque la même chose, c'est pour ça qu'on les trouve presque toujours côte à côte. T'as idée pourquoi dans l'Est on appelle les cloportes les cochons de Saint-Antoine? Alors pour un franciscain qui prie à Saint-Antoine, voilà. Je ne sais pas. Et je vais creuser la question. Les nécroses, c'est un message chimique que En fait, c'est la plante qui émet quelque chose que la limace capte. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà. Le système fait que dans schiste nécrose, il y a quelque chose qui attire les limaces. Et d'ailleurs qui est utilisé aussi comme moyen de régulation des limaces. Hein. On n'a pas évoqué les purins. Hein. Les purins, c'est de la matière organique qui est en train de pourrir. Il y a un parfum dedans qui attire les limaces. Hein. Si vous mettez un purin végétal sur des feuilles saines, c'est-à-dire que la plante est en train de commencer à pourrir, ça attire les limaces. Je ne sais pas si la plante, je ne sais pas quel niveau intervient l'intelligence du système, mais le fait est, c'est que c'est un message qui est émis par la nécrose, qui est émis par la matière organique qui se décompose et que la limace capte. Oui, le coup des purins, hein, beaucoup de purins sont attractants pour les limaces. Il n'y a que les purins comment ça s'appelle, de fougères, qui ont un parfum qui ne plaît pas tellement aux limaces. Oui. Il est vrai que les limaces prospèrent sur sol acide. Alors sur sol acide, sur sol calcaire, sur tous les sols, tu peux trouver des limaces. Hein. Pas plus qu'ailleurs. Tous les sols ont une capacité digestive et qui fait à un moment donné intervenir les limaces. Donc tu en as partout. Dans tous les écosystèmes. Tu en trouves des îles Kerguelen jusqu'aux forêts tropicales humides, tu en trouves en altitude aux limites des neiges éternelles. Il y a même des petits tardigrades qui ne sont pas des limaces mais qui ont les mêmes fonctions, qui vivent carrément dans la glace, quoi, hein, et qui mangent les petites algues qui sont en train de mourir, qui se forment sur les cristaux de neige. Voilà, ça colonise absolument tout. Le moment de la ponte, oui. c'est ça quel moment? Alors, elles sont capables de pondre très, très vite et très souvent. Hein. Donc, à partir du moment où elles ont à manger, en abondance, elles pondent.
Et donc les populations peuvent se développer très vite. Et dans les sols dans lesquels il y a justement la fonction digestive est épuisée, les sols dans lesquels il n'y a pas de bois, dans lesquels la fonction n'est pas partagée avec d'autres organismes, et notamment avec les champignons, dans ces sols-là, elles sont capables de prendre très vite le dessus et de détruire des parcelles, des immenses parcelles, très, très rapidement. Et quand là, c'est pour sauver la culture, les gens mettent des produits chimiques, et ces produits chimiques, finalement, entretiennent le mécanisme, parce qu'on tue les limaces, mais on ne règle pas le problème. Et donc, à chaque année, le problème revient. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, donc c'est le système qui s'auto-entretient, finalement. C'est facile. On tue les limaces, on ne voit plus la limace, mais on ne règle pas le problème. J'avais le sentiment au contraire, quand on travaille en couverture de sol, c'est souvent en couverture de sol, du bois, des matières fraîches, tout ça, on trouve beaucoup d'œufs de limaces en dessous. Donc non, c'est... Alors aussi, mais tu as raison, parce que je me rappelle, moi, des premiers agriculteurs bio que j'ai pu aller voir, et c'était dans la fin des années 80, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça. Et donc, tous les producteurs bio qui faisaient des céréales, notamment sous couvert végétal, les premiers problèmes qu'ils ont eu à régler, c'est des problèmes de limaces. Et même à l'époque, on autorisait des produits chimiques de l'agriculture conventionnelle à petite dose, parce que les gars n'arrivaient pas à travailler. Enfin, il y avait tellement de limaces que leurs plantes n'arrivaient pas à lever. Voilà. Entre-temps, alors, quand on met du couvert végétal, automatiquement, il y a plein de feuilles qui se décomposent, et donc il y a toute la matière organique qui est là, va favoriser le développement des limaces. Et plus on met de matière organique dessus, plus il y a de limaces. Parce que comme la limace intervient à un stade particulier, limace, clou, porte, de terre, tout ça, ça se suit, voilà, plus on met de matière organique, plus il y a de limaces. Donc plus il y a d'œufs de limaces. Le système arrive à être vertueux à partir du moment où la digestion s'opère correctement. Mais la digestion, c'est le champignon qui l'assure, principalement chez nous. Chez nous, c'est les champignons, et dans les systèmes tropicaux, c'est aussi des champignons, mais qui se trouvent à l'intérieur des termites. Ils ne sont plus dans le sol, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sol dans les zones tropicales. Mais ça se passe à l'intérieur d'un système digestif de termites, mais c'est la même réaction. Il y a énormément de termites sur les zones tropicales. S'il n'y a pas de champignons pour digérer la lignine, il y a tout un pan d'écosystème qui manque, et donc les limaces qui se développent. Alors, on est obligé de passer par des phases un peu compliquées, où il y a beaucoup de limaces. Et quand on débute un potager, c'est souvent ce qui se passe. Et même, pendant des années, les agronomes, donc moi, en tant qu'agronome d'une chambre d'agriculture, j'ai prôné que le taux de matière organique optimum pour un sol était aux alentours de 2%. C'est ce qu'on disait, avec beaucoup de bonne foi, il fallait 2% de matière organique, donc on a diminué le taux de matière organique, pensant que c'était bon. En passant à l'agriculture biologique, on s'est rendu compte qu'il en fallait plus, donc de 4,5 à 5, voilà, pour avoir un optimum, même quelquefois encore plus que ça. Donc là, comme on remet de plus en plus de matière organique dans le sol, on est dans une phase un peu compliquée, où les limaces ont du mal à être gérées. Du moment où on a compris qu'il fallait qu'il y ait de la lignine dans le sol, ça nous a permis de comprendre que ça a permis de mettre en place des systèmes dans lesquels les limaces arrivent à se réguler. Enfin, il y en a toujours un petit peu, qui interviennent comme des petits appareils digestifs ambulants, nomades, qui viennent réduire les amas de matière organique qu'il peut y avoir dans certains endroits, mais qui vont se rediffuser. Et elles ont une fonction marginale. Dans les écosystèmes tropicaux, il y a énormément de variétés de limaces différentes, mais en biomasse, c'est que dalle, quand le système est parfaitement équilibré, il n'y en a quasiment plus. Donc voilà, donc on peut tendre vers ce genre de système, mais c'est ce qui se passe avec des producteurs bio qui existent depuis déjà un grand nombre d'années. Les limaces restent rarement un problème. Ou alors c'est un problème sur des cultures spécifiques, comme les crucifères, sur lesquels il faut compter qu'il va y avoir une grande... ça va fortement les attirer. On s'orienterait même là maintenant, dans les techniques bio, faire des associations de plantes, où on met à la fois des choses que les limaces aiment bien et des choses qui vont... on trouve toujours une plante que la limace préfère par rapport à la plante que l'on cultive.
En tout cas, le BRF, c'est pas mal aussi alors. Ouais, alors voilà, le BRF, si on n'a pas, enfin, ça remet la ligne dans le sol, donc ça va refavoriser la digestion par les champignons. Mais il faut attendre que les champignons soient bon, le BRF, ouais, un autre truc important, c'est que les champignons, il y a des champignons qui sont strictement décomposeurs, et après il y a tout le cortège des champignons mycorhiziens. Et en fait, c'est surtout ceux-là qui sont importants pour la digestion. Donc il faut qu'ils soient en phase, en lien avec des plantes ligneuses vivantes, ou avec des gloméromycètes, qui sont d'autres types de champignons qui sont sur certaines graminées, hein, ou surtout les rosacées aussi. Voilà. Donc on a besoin de, enfin, on ressort de ceux qu'on connaît, parce qu'il y en a sûrement plein d'autres, voilà, ceux qu'on a étudiés. Donc voilà, s'il y a des plantes, des arbres vivants, qui maintiennent et font vivre, et puis permettent aussi à ces champignons de survivre au moment où il n'y a plus grand chose à manger, hein, voilà, ça permet d'avoir un écosystème fongique excessivement réactif. Et dès qu'arrive le printemps, les champignons sont déjà tous là parce qu'ils sont tous fixés sur les racines des arbres. Hein, donc ça permet de conforter le système. Donc le BRF, dans un premier temps, qui va favoriser, parce que si on met plus de matière organique à la surface, ça va aussi favoriser les limaces. Mais dans le truc qui est vraiment durable, il faut des champignons mycorhiziens, hein, donc des arbres vivants, ou des arbustes, hein, donc de mélanger, enfin le système forestier, hein, avec un mélange de plantes ligneuses, de plantes herbacées, voilà, est un bon modèle pour arriver à réguler les limaces. Et le système forestier reste aussi un bon modèle dans le sens où toutes les branches mortes constituent des réservoirs dans lesquels vont aussi se produire tous ces collemboles, et on peut les reproduire artificiellement en mettant des tas de bois morts, hein, ce qui permet d'aller très vite en fait. Est-ce qu'il y a des plantes dans le potager que les limaces n'aiment vraiment pas et qui les repoussent? Voilà, alors il y a des limaces pour tout. Donc à un moment donné, tu vas trouver des limaces qui vont pas tellement aimer une plante, mais qui peuvent quand même, enfin tu peux aussi en développer, enfin, d'autres ou des escargots ou d'autres bestioles qui vont aussi être attirés par ça. Pensez à l'ail par exemple, on Voilà. en met un peu partout. Voilà. Voilà. Donc dans les plantes allacées, effectivement, hein, et donc l'extrait d'ail fait partie des choses qui peuvent aussi être utilisées. L'extrait d'ail ou purin d'ail d'ailleurs. Hein. Enfin, extrait l'extrait au vinaigre ou l'extrait à l'huile d'ail. Hein, ce goût-là, c'est un truc que les limaces n'aiment pas trop, effectivement. Et en pulvérisant sur les feuilles, ça leur donne un goût qui n'est pas très agréable. La limite de ces choses-là, c'est qu'on peut très facilement le faire sous serre. Par contre, à la première pluie, tout se lessive. Et c'est le moment où les limaces arrivent pour manger le tout. Donc ça a une efficacité qui peut être bonne dans des endroits qui sont couverts, bien protégés de la pluie. J'ai remarqué un petit truc sur les limaces. Là, tu nous expliquais qu'elles, préférentiellement, elles allaient aux endroits où il y avait des champignons pathogènes pour les plantes. Et j'ai remarqué qu'à l'endroit où elles laissent un mucus en se déplaçant, dans certaines zones, surtout les zones humides, après il y a de la fumagine qui se développe. C'est un autre champignon. Ouais. Est-ce qu'elles sont nourries après? Parce que c'est pas bon pour les plantes en soi, la fumagine se développe. La fumagine, donc effectivement, c'est des champignons qui se développent souvent à la surface des feuilles aussi. Hein. Pas forcément que là où les limaces sont passées, mais partout où il y a des sucres solubles qui sont disponibles. Hein. Donc c'est un champignon souvent un peu noirâtre ou grisâtre qui se développe à la surface d'à peu près tout. Hein. Voilà, donc oui, il y a peut-être un lien avec les limaces, mais je ne l'ai pas étudié. Quand tu me parles donc de bois ou d'arbres vivants avec des systèmes de racines aussi au potager, je vois tout de suite tous les rongeurs qui arrivent aussi avec tout ça. Et je me dis, est-ce qu'il y a un rapport rongeur aussi dans la chaîne rongeur et limaces et champignons, voilà. J'ai écrit un article hein, que vous pourrez trouver même sur le site de... Voilà. Pardon, sur la mycophagie du campagnol. Hein, le campagnol terrestre. Voilà. En fait, ces petits campagnols sont l'essentiel, quand ils ont du champignon à disposition, l'essentiel de leur régime alimentaire est constitué de champignons. Hein, voilà, ils sont très très gourmands de champignons. Donc ils ont un rôle absolument important. Hein. Ils en sont gourmands, ils les mangent, ils sont à peu près résistants à toutes les toxines qui sont présentes dans les champignons. Donc ils ont un appareil digestif qui permet de les accueillir avec beaucoup de bienveillance, hein, alors que nous, les amygdaloïdes, les campagnols peuvent les manger sans problème.
Et alors, les campagnols sont très sélectifs dans leur appareil digestif sur les spores qu'ils digèrent et les spores qu'ils ne digèrent pas. Il se trouve qu'ils ne digèrent pas les spores des champignons mycorhiziens qui vivent avec les plantes. Et ils digèrent les champignons, les spores de quasiment tous les autres champignons. Dans ceux qui sont mycorhiziens, enfin dans les basidiomycètes, hein, des champignons à chapeau, là il y en a aussi toute une série qui ils sont un peu agressifs aussi vis-à-vis d'eux. Mais donc les campagnols permettent de maintenir un type d'association fongique au niveau des racines assez particulier. J'avais écrit cet article parce que justement il favorise la production de truffes, notamment. Qui favorise la mycorhizie par rapport aux autres types Voilà. d'associations. C'est-à-dire que comme il crée une pression sur les autres spores, ça fait diminuer le nombre des autres spores et plus de spores des champignons qui sont intéressants pour faire des mycorhizes. Et donc ça laisse plus de place pour les champignons mycorhiziens. Et ils propagent les spores aussi. Et ils propagent les spores. Et quand ils font des galeries, ils créent des zones où au-dessus de la galerie, où le sol est un petit peu plus sec, et qui donnent un avantage évolutif, enfin pas évolutif, mais de niche écologique pour certains types de champignons qui aiment les milieux un petit peu plus secs. Ils sont quand même gourmands de légumes aussi. Ah ouais. Alors ils font, voilà, quand ils n'ont plus de champignons, et les champignons ne constituent pas l'essentiel de leur régime alimentaire, mais ils métabolisent une grande partie de tous les champignons qui sont dans le sol. Et après, donc dans les campagnols, pour parler juste un petit peu du campagnol terrestre, hein, qui cause de gros dégâts, c'est notre système de production qui les a clairement favorisés. Autrefois, il y en avait, mais pas aussi ravageurs que maintenant. Il y a la conjonction de différents phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on ne fait plus de foin, on fait de l'ensilage. Quand on fait de l'ensilage, ça veut dire qu'on coupe l'herbe très tôt, et en coupant l'herbe très tôt, avant qu'elle soit parfaite épiaison, toutes les plantes à rosette, comme le pissenlit, trouvent dans la deuxième pousse un avantage et arrivent à se développer un petit peu plus vite que l'herbe. Donc on favorise les pissenlits par rapport aux plantes, par rapport à l'herbe. Ces pissenlits, il se trouve que la racine de pissenlit, ils en sont particulièrement friands. Ils mangent ça avec beaucoup d'avidité. Donc le fait de faucher, comme quelqu'un qui fauche rapidement, enfin souvent sa pelouse, va avoir rapidement des plantes à rosette qui se développent dans la pelouse. Alors que quand on laisse à la maison, ça je fais l'expérience, à un endroit où il y avait plein de pissenlits et plein de pâquerettes qui poussaient, c'était un endroit où je passais très souvent la pelouse, quand je le laissais en herbe, au bout de 2 ans de prairie, les pissenlits, les pâquerettes avaient complètement dégénéré au profit d'autres types de fleurs. Donc le fait de tondre souvent, ou de faire de l'ensilage pour nourrir les bêtes au lieu de faire du foin, donc de couper l'arbre beaucoup plus tôt, va faire qu'on favorise les plantes à rosette, donc on favorise le campagnol. L'autre aspect, c'est qu'on met du raiggras. Le raiggras, c'est une variété de graminées particulière dont ils sont très 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 gourmands. Voilà. Donc non seulement on favorise les plantes à rosette qu'ils aiment, mais en plus on leur donne leurs graminées préférées. Alors que dans les parcelles dans lesquelles il y a de la fléole, par exemple, la fléole, elle est un petit peu dure à implanter. Quand on veut la semer artificiellement, il faut attendre 3 à 4 ans pour qu'elle soit réellement développée. Ce qui fait que dans tous les systèmes un peu rapides, où on veut avoir tout de suite une grosse production, on ne met pas de fléole. La fléole, il ne la touche pas, il ne l'aime pas, il ne la mange pas. Voilà. Et quand on a des prairies dites naturelles, dans lesquelles il y a une diversité végétale importante, le nombre de plantes qu'un campagnol est susceptible de manger est beaucoup plus faible. Et donc au niveau du territoire, il y a des expériences très très intéressantes qui ont été faites dans le Jura justement pour vérifier ces deux hypothèses-là, l'hypothèse ensilage et l'hypothèse diversité végétale dans les parcelles, qui s'avèrent être des façons très simples de gérer le problème. Mais comme si on le fait tout seul dans son coin et puis qu'à côté il y a une production importante de campagnols, il est clair qu'ils ne vont pas arrêter de rentrer autour. Il faudrait carrément changer le système de production élevage dans différentes zones. Après, bon, il y a tous les autres aspects avec les prédateurs, les renards et ainsi de suite, qui sont chassés et qui pourtant constituent des prédateurs assez efficaces. D'ailleurs, dans ces mêmes cantons, là où ils ont fait ces essais,
on ne va pas garder les renards parce que ça fait des dégâts sur les poules, mais finalement, si on devait comparer, enfin ils ont comparé d'ailleurs, ils se sont amusés à comparer l'argent qui était investi chaque année dans la destruction chimique des campagnols et l'argent qu'il faudrait pour remettre des grillages un peu étanches dans tous les poulaillers, pour protéger les poules contre les renards, en fait ça coûterait beaucoup moins cher d'investir dans des poulaillers un peu plus solides que de dépenser de l'argent public de façon absolument indécente à détruire chimiquement un campagnol. Enfin, ça répond que partiellement à la question, mais voilà, ça reste un problème, mais un problème sur lequel pour l'instant on n'a pas trouvé de solution individuelle. Parce que c'est un problème qui intervient à une échelle de territoire qui n'est pas compatible avec ce qu'on peut faire tout seul dans son coin. Autant la limace, on peut le régler au niveau individuel parce que la limace intervient sur un territoire qui est en phase avec le territoire dont on a nous-mêmes la gestion. Autant pour le campagnol, c'est plus compliqué, comme pour tout. Voilà. Là, c'est ensemble qu'on s'en sortira. Copyright. Voilà, alors je vais pas dire ça, donc il faut dire que c'est Pascal, c'est quoi les petites, il faut que je dise que c'est en open source, libre de droit, licence libre, copiable, déformable, hein? CC BY. CC BY, je suis CC BY. Copyleft. Voilà, d'autres questions? Juste une... Oui. Escargot, limace, même, je dis plus même combat maintenant, mais même intérêt. Oui. Enfin, les escargots et les limaces interviennent à peu près au même moment. À part que les escargots sont à la surface du sol et que les limaces vont à l'intérieur. Voilà. Les escargots peuvent rentrer un petit peu à l'intérieur, mais c'est plus compliqué pour eux. Hein. Voilà. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de sol, dans les tropiques, il y a quoi alors? Quand tu dis qu'il n'y a pas de sol, c'est qu'il n'y a pas de sol digestif? Voilà, c'est ça. Tu n'as pas de complexe argilo-humide, tu as un truc qui est souvent un peu inerte. Hein. Quand c'est pas, il y a sur les plateaux des Guyanes, tu as des endroits, c'est carrément directement une couche de latérite, tu vois le rocher avec les racines qui tracent à la surface et tu n'as même pas de friction fine dedans, quoi. Toute la vie est maintenue c'est toute la vie qui est maintenue là-dessus. Et donc le type de fonctionnement de ces endroits ne nécessite pas systématiquement des sols. Il y a quand même des endroits où il y a des sols, hein, où des rapreta, des choses comme ça, il y a des sols absolument remarquables, hein, qui sont aussi basés sur des... Enfin, on ne comprend pas exactement comment ils fonctionnent, mais il y a beaucoup de champignons aussi dans ces sols-là. Hein. Voilà, la fonction du sol, la fonction de digestion du système n'est pas assurée par le sol, de façon extrême, dans certaines forêts tropicales, elle est assurée par les termites. Et le nombre de termites, c'est effroyable. Hein. Il y a certains endroits, tu vois des termites suspendus. Là, chaque arbre a 3 ou 4 termitières. Quoi. Il y en a énormément. Est-ce que la limace est comestible pour nous? Alors, quelqu'un a des réponses? Yves, on verra son manuel de cuisine de la limace quand il aura réussi. Voilà, alors il y a des utilisations, en fait, dans beaucoup de manuels de survie, on voit qu'on peut manger les limaces. Le côté gluant de la limace est quelquefois un peu difficile en cas de survie précise. Je n'ai jamais goûté de limace. Ce sera rarement... Alors voilà, broyer, quand ce sont des grosses limaces, on peut manger la partie interne, hein, comme les poules, hein, on ne mange pas la peau, on peut manger ce qui est dedans. Voilà. Après la limace, ça va avoir la toxicité de ce qu'elle aura mangé. Hein, voilà, donc on ne sait pas forcément ce qu'elle a mangé, donc si elle a mangé une plante un peu embêtante, voilà, on ne peut pas trop le savoir non plus. Le côté... Alors si après on voit des situations médicinales, hein, des limaces, hein, qui font soit appel au mucus, soit font appel à des choses qui relèvent un peu, quelquefois je pense, de la sorcellerie, quoi. On a tous cette image de la sorcière devant son chaudron en train de mettre quelques limaces et quelques crapauds dans son truc, quoi, voilà. Bon, ça a dû aussi entretenir un fantasme autour de ces choses-là. Mais c'est vrai que ce sont des plantes qu'on n'aime pas, qui ne sont pas sympathiques du tout, c'est visqueux, c'est gluant, quand on prend une loge dans la main, après on est obligé de se laver les mains 3 fois pour
Voilà, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, mais c'est ce qui digère. Elles ont une fonction qui est indispensable. Et c'est justement parce qu'on n'a pas, enfin la plupart des gens n'ont pas compris que les limaces ont une fonction et une utilité qu'on vit mal avec, quoi. J'ai des amis composteurs un peu barbares qui les découpent en deux au ciseau. Faut changer d'amis à ce niveau-là. Et on se demandait si les hérissons passeraient derrière pour les manger quand même, si elles étaient mortes et découpées en deux. Ouais, alors les limaces ont un grand sens de l'économie, justement. Chaque fois qu'elles tombent sur un de leurs cadavres, et vous avez peut-être remarqué quand vous détruisez des grosses loches, là, que vous les laissez sur le lendemain, vous avez 4 ou 5 loches autour qui sont en train de... une espèce de cannibalisme. Hein? Mais non, c'est l'enterrement. C'est l'enterrement. Voilà, elles viennent d'un enterrement, ouais. Comme les sorcières, c'est la régulation du jardin. Voilà, hein, donc Et elle fait réfléchir à la régulation. quelle est la meilleure façon pour une limace, quel est le régime alimentaire optimal pour une limace pour grandir très vite? C'est de manger de la limace. Voilà, c'est exactement la composition de ce dont elles ont besoin. Donc ce comportement de cannibalisme, finalement, c'est si on les détruit et qu'on les laisse sur place, et bien, en fait, c'est juste une question de temps, quoi. Hein, elles vont renaître et se redévelopper par la suite. La destruction ne permet de ne plus voir le problème, mais ça ne permet pas de régler le problème. Donc on peut s'amuser à les embrocher, à les écraser, ce qu'on veut, mais voilà, mais ça ne règle pas le problème. La lutte chimique, chaque année, on est obligé d'en refaire. Et comme les limaces ont des cycles de développement très rapides, finalement, il suffit de très peu de choses, et puis en plus elles peuvent venir de loin, elles peuvent avoir traversé une haie, elles peuvent avoir... voilà, donc... c'est pas parce qu'on voit pas qu'il n'y a pas de problème, quoi. Il faut vraiment régler le problème. Et vraiment penser à la façon dont le sol peut digérer tout ce qui arrive en lui. C'est assez bizarre de voir comment beaucoup d'entre nous sont très soucieux de régime alimentaire. On fait surtout pas rentrer n'importe quoi, on fait attention à pas trop manger, pas ci, pas ça. Voilà. Mais alors bon, par contre, je ne pense pas que le sol c'est pareil, quoi. C'est un être vivant qui a besoin de manger, qui a besoin d'avoir un régime qui est aussi équilibré, hein, et dont les fonctions de digestion sont assurées par toute une série d'organismes qui agissent, interagissent. Ça aussi, ça fait partie des choses qui m'émeuvent, hein, quand je vois une petite limace passer, et puis alors surtout quand vous savez que dedans, quand elles sont ouvertes, les grosses loches, hein, vous savez, c'est des vésicules biliaires, quoi. Donc c'est des sucs gastriques, là, il y a des sucs digestifs qui se baladent là-dedans, voilà. C'est là leur fonction. Elles s'utilisent comme appât à la pêche. Dis non, mais c'est quoi ça? Alors il y a des pêcheurs qui utilisent la limace, qui pêchent à la limace. J'ai fait circuler. Je sais pas. Je suis un grand pêcheur, mais pas de cette façon-là. Je souhaite pas le moment où on peut le mettre sur l'hameçon et tout ça. Puis ça bouge plus trop, il faut que c'est découpé en rondelles. Moi, j'ai jamais vu de personne pêcher avec du pêche de... Faut essayer. Voilà. D'autres questions? Bon, on va faire une petite pause.